Bonsoir à tous, bienvenue sur ITV. Un immense plaisir de vous retrouver pour la présentation de ITEC. ITEC qui a le plaisir de recevoir ce soir Alioune Dione. Bonsoir. Bonsoir, M. Ousmane Gueye. Alioune Dione, vous êtes le DSI, comme on dit, le directeur des systèmes d'information des douanes sénégalaises. 15 ans depuis que vous évoluez dans la facilitation des échanges et la dématérialisation. Avant d'être nommé le monsieur système d'information des douanes sénégalaises, vous avez été tour à tour agent opérationnel, légiste, puis conseiller du directeur général. Le commerce électronique, la protection des données personnelles, la cybersécurité, vous y connaissez également pour avoir notamment pris une part active à la rédaction des lois sénégalaises portant sur ces domaines. Vous évoluez enfin dans le monde académique, enseignant à Gaston Berger, à Bambey, puis à l'École nationale d'administration, pour ne citer bien sûr que ces exemples-là. Une première question à Alioune Dione. Où en sont aujourd'hui les douanes sénégalaises dans le vaste chantier de la dématérialisation? Je vous remercie, M. Ousmane Gueye. Je voudrais avant toute chose vous remercier, surtout pour l'honneur que vous nous faites de m'interviewer au nom de l'administration des douanes. Je voudrais sincèrement vous remercier pour l'honneur que vous nous faites, le clin d'œil à la dématérialisation, en tout cas de ce que l'administration des douanes fait en matière de dématérialisation. Simplement dire où est-ce qu'on en est. La dématérialisation, c'est un vaste chantier, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, qu'on a commencé à partir de 2011. Mais bien avant, dès les années 90, la douane a mis en place un système qu'on appelle Gaindé, qui nous a introduit de plein pied dans ce qu'on appelle l'automatisation des procédures. Alors, pour revenir à la dématérialisation, c'est un chantier qu'on a commencé à partir de 2011. Et à l'heure actuelle, on est presque au bout du processus. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant de tout cela, de toutes ces années-là où vous déroulez la dématérialisation? Qu'est-ce qui en ressort? Alors, il faut dire que c'est une aventure humaine et une aventure technologique. Aventure humaine parce qu'il a fallu un ensemble d'hommes, de femmes, mettre en commun leurs efforts et se battre pour arriver en définitive à mettre un système qui vise à faciliter, à simplifier le commerce. Monsieur Gueye, si vous importez un véhicule, oui, la première chose que vous voulez, c'est que le véhicule sorte très rapidement. Justement, la dématérialisation est un outil, un instrument, une solution qui vise à permettre de réaliser cela. Et cela, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous l'avons commencé depuis 1990. Pour ce qui est de la dématérialisation, en 2011 déjà, l'option a été retenue qu'il n'y ait pas de papier dans le processus de dédouanement. Et cela a fait qu'on a mis en place des solutions informatiques, mais également, je disais que c'est une aventure humaine. On a associé le secteur privé, on a travaillé avec tous les acteurs, de telle sorte que ces acteurs-là se l'approprient. Ces choses ont fait qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à plus de 90% de dématérialisation, qui induit pas de papier dans le processus de dédouanement, pour faire de telle sorte que l'usager ne se déplace pas, mais à partir de son terminal, puisse solliciter la douane qui doit répondre dans des délais bien fixés pour leur permettre de sortir les marchandises dans les meilleurs délais et ainsi gagner en temps et gagner en coût. Si je vous écoute bien, ça veut dire que le zéro papier est presque arrivé. Voilà, le zéro papier est presque arrivé. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un processus qui est passé. Il y a un ensemble de briques qui sont mises en place, oui, notamment 3 briques pour ce qui concerne la matière douanière. Il y a ce qu'on appelle d'abord le manifeste, c'est-à-dire quand des bateaux arrivent, il y a un document qui reprend l'ensemble des marchandises qui sont contenues dans ce bateau-là. C'est ce document-là qu'on appelle le manifeste. Il fallait déjà commencer par dématérialiser ce document-là. Oui. Nous l'avons réussi à le faire. Et la deuxième étape, c'est faire la déclaration. Donc le bateau arrive, la douane a une idée de l'ensemble du contenu du bateau. Maintenant, il faut que chaque personne qui a une marchandise puisse se rapprocher d'un commissaire en douane qui va faire la déclaration. Ça, c'est la déclaration en douane que nous avons dématérialisée. C'est la deuxième brique. Donc, première brique manifeste. Deuxième brique, c'est la déclaration. Troisième brique, c'est les demandes. Parce qu'effectivement, il se peut qu'au cours de l'opération de dédouanement, que vous ayez besoin d'une visite, que vous ayez besoin d'une ouverture, etc. Et tout ça, ça doit passer par le système pour faire de telle sorte que la personne ne se déplace pas. Donc, sur les 3 briques, dans une logique de blockchain, la douane a réussi la première brique, qui est le manifeste qui a été dématérialisé. La deuxième brique qui est la déclaration. À l'heure actuelle, il nous reste simplement un régime qu'on appelle la mise à la consommation. Vous êtes donc dans la blockchain déjà? Nous sommes dans la blockchain. C'est une bonne nouvelle. C'est l'approche que nous avons adoptée. Parce que ça ne court pas les rues au Sénégal. Absolument, absolument. Mais il faut simplement se dire que la douane travaille avec les instances internationales. Et on a une organisation internationale qu'on appelle l'Organisation mondiale des douanes qui préconise que les administrations, OMD, oui, justement, qui préconise que les administrations travaillent dans la logique blockchain. C'est pourquoi quand on a voulu faire la dématérialisation, on a eu
cette approche blockchain, avec 3 blocs, manifeste, déclaration et demande. Pour le manifeste, comme je l'ai rappelé, on l'a réalisé. Pour la déclaration, il nous reste simplement les déclarations de mise à la consommation. Et pour les demandes, nous avons commencé une bonne partie des demandes, notamment les demandes d'ouverture, les demandes de visite à domicile. Et d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, nous allons terminer toutes les demandes. Et en principe, on devrait gagner en temps et en économie. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré la dématérialisation avancée qui caractérise là où les douanes sénégalaises, il reste que les attentes sont encore longues dans les procédures. Absolument, les attentes sont longues. C'est un chantier qui n'est pas fini. C'est un chantier fait... Mais vous nous dites que vous en êtes à 90%. On devrait donc penser légitimement que c'est OK. Absolument, mais il faut prendre en compte le facteur humain. Je disais tout à l'heure que c'est une aventure technologique. J'ai compris que c'était pour nous préparer aux obstacles. Exactement. C'est une aventure humaine, technologique peut-être. Avec ses limites, par contre. Avec ses limites également. Mais l'essentiel, c'est cette orientation du directeur général des douanes et du ministère qui est d'aller résolument vers la dématérialisation. L'essentiel également, c'est le talent et le sens de la perspective que les équipes ont. Mais c'est surtout l'accompagnement qu'on a avec le secteur privé qui s'est approprié. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a un secteur privé, je veux parler des commissaires en douane, des commerçants, des industriels, qui sont vraiment appropriés de la dématérialisation et qui exigent de nous que nous allions très rapidement sur ces chantiers pour en définitive, eux, leur permettre de gagner en temps, mais également de réduire les coûts. Pour être tout à fait concret dans cette émission à l'Union, donnez-nous par exemple l'exemple d'une procédure avant et après pour qu'on puisse mesurer un peu les gains en temps et en économie. Non, je vais vous donner un exemple beaucoup plus important. Oui. Avant la dématérialisation, on était à 18 jours. Depuis l'enregistrement du manifeste jusqu'à la déclaration en douane, vous passez 18 jours pour avoir votre marchandise. Avec la dématérialisation, on en est à 3 jours. Un gain de 15 jours? Un gain de 15 jours entre l'enregistrement du manifeste et la levée de la déclaration, en fait la délivrance du bon à enlever. Maintenant, il reste un chantier qu'on appelle l'enlèvement, sur lequel nous sommes en train de travailler avec le port. Mais d'ores et déjà, on a un gain de... L'enlèvement, ça fait peur ou chez vous, ça a un sens? L'enlèvement, c'est le fait de venir prendre ses marchandises et de les ramener dans son magasin, etc. Donc, c'est une procédure complexe. Il n'y a pas que la douane, il y a le port, il y a les manutentionnaires, il y a les acognés, etc. D'où le guichet unique. Absolument. Ça nous introduit de plein pied dans ce qu'on appelle le guichet unique. Et c'est quoi pour le téléspectateur? Alors, le guichet unique, c'est un outil de facilitation, une solution de simplification. Déjà, la base textuelle, c'est la recommandation 33 de l'UNCFAC. Maintenant, qu'est-ce que ça vise? Ça vise à regrouper tous les acteurs dans une même plateforme, de faire de telle sorte que, pour vous donner une idée, pour dédouaner, vous n'avez pas besoin d'aller... de taper à toutes les portes. De taper à toutes les portes, de vous déplacer. Il suffit simplement de s'introduire dans une plateforme, en tout cas de vous connecter à une plateforme et de pouvoir, à partir de cette plateforme, régler toutes les formalités liées à vos dédouanements et d'avoir vos marchandises. Donc, comme vous le devinez, c'est un outil complexe certainement, mais c'est un outil simple qui va probablement améliorer le dédouanement et permettre de telle sorte que tous les acteurs portuaires parlent le même langage et le dédouanement va se trouver simplifié. Pour illustrer d'ailleurs ce que nous sommes en train de dire à l'Union, nous nous sommes rendus dans les locaux de Gaïndé 2000. Vous en avez dit un mot, on sait que Gaïndé 2000 est un champion de la dématérialisation, un partenaire historique et stratégique des douanes sénégalaises depuis le début. Osama Mounik Sagna s'est rendu dans les locaux de Gaïndé 2000 pour voir un peu comment ça se fait sur place. Suivons son élément et on se retrouve juste après. Gaïndé 2000, spécialisé dans la réalisation et l'exploitation de solutions de dématérialisation pour les administrations et les acteurs privés, a mis en place une composante de collecte électronique de documents de pré-dédouanement, appelée Orbus. Orbus est le guichet unique électronique qui permet de collecter les documents de pré-dédouanement depuis une plateforme dématérialisée. Concrètement, depuis cette plateforme, on a interconnecté l'ensemble des administrations qui interviennent dans les opérations d'importation et d'exportation. Et on permet aux déclarants ou aux commissionnaires agréés en douane de pouvoir, sur une plateforme unique et sur un formulaire unique, préparer toutes ces formalités pour pouvoir faire sa déclaration. Et une fois que c'est fait, l'ensemble des documents sont transmis à toutes les parties prenantes, y compris également les banques, les assurances qui interviennent dans une opération, par exemple d'importation. Et ces documents sont ensuite délivrés de manière dématérialisée. Grâce à ce système, les déclarants gagnent du temps.
Avec Orbus, le gain de temps est indéniable. Auparavant, vous faisiez ce qu'on appelait le parcours du combattant parce que vous deviez aller chez chacune des administrations et réaliser des formalités de manière individualisée. Maintenant, vous faites les formalités une fois dans un point d'entrée central qui est le guichet unique et le traitement est fait par l'ensemble des acteurs. Donc, plus besoin de se déplacer et également l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne ont des objectifs de performance à atteindre, ce qui se fait que maintenant, en moins d'une demi-journée, vous avez collecté l'ensemble des documents qu'il vous faut pour faire votre déclaration en douane. En ce qui concerne le niveau sécuritaire, M. Sarr rassure. Un processus électronique de fait, déjà sur une plateforme sécurisée, permet de pouvoir suivre toutes les étapes du traitement du dossier et de pouvoir aussi suivre toutes les actions de l'ensemble des parties prenantes qui sont connectées sur le système. Donc, quand vous faites votre demande, votre dossier, vous savez étape par étape où il est. Et s'il y a des problèmes, on peut vous faire des retours directement en ligne et tout. Et donc, vous pouvez vraiment suivre votre dossier étape par étape. Donc, ça garantit la transparence et également la traçabilité sur l'ensemble du processus. La plateforme Orbus connecte tous les acteurs impliqués dans le traitement des formalités d'importation et d'exportation, c'est grâce au formulaire électronique unique proposé aux usagers. Tout cela dans une transparence et une traçabilité garantie. Merci beaucoup Oussama Monique Sagna. On vient de voir ce sujet de Oussama Monique Sagna dans les locaux de Gaïndé 2000 à Alioune Dione. La dématérialisation garantit également la transparence, on peut le dire? Oui, dans le sens où ça évite le contact humain. Parce que l'un des éléments essentiels, un facteur de corruption, on va dire, c'est le contact humain. La dématérialisation en réduisant, en diminuant de façon très drastique ce contact humain, en l'éliminant carrément, effectivement, est gage de transparence. Vous avez pu vous en assurer concrètement que Absolument. ça permet de garantir la transparence? Absolument, absolument. Transparence dans deux sens. Déjà, pour l'usager, ça lui permet d'éviter le contact, de pouvoir voir sa marchandise arriver dans son magasin sans pour autant se déplacer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est la transparence vis-à-vis dans le cadre interne de l'administration, puisque effectivement, les chefs supérieurs peuvent monitorer, suivre les déclarations, voir effectivement est-ce que le traitement qui doit être fait est fait, est-ce que le traitement il est fait à temps. Toutes choses qui devront permettre à ce chef-là de pouvoir, le cas échéant, donner les instructions nécessaires afin de corriger si c'est nécessaire, en tout cas donner les instructions pour que ce dédouanement se fasse de la meilleure des façons. Des fraudes peuvent exister? Absolument. Les fraudes sont inhérentes un peu au dédouanement. C'est un peu dans la nature humaine d'essayer quelquefois de tenter de payer moins, en tout cas de ne pas payer comme il se peut. Mais justement, l'administration des douanes a mis en place un dispositif qui lui permet déjà de détecter, d'identifier ces cas de fraude et chaque fois d'appliquer les sanctions nécessaires. On a modifié récemment, en 2014, le Code des douanes en incluant les sanctions relativement aux infractions commises en matière informatique. Et la digitalisation est utile également là-dessus, concernant la fraude? Elle est centrale. La digitalisation déjà nous permet d'éviter que les fraudes se répètent parce que nous avons un outil qu'on appelle... Les fautes ou fraudes, vous dites quoi? Que les fraudes arrivent et ou se répètent. Parce que nous avons un outil qu'on appelle l'analyse du risque qui nous permet déjà de voir dans les expéditions, nous avons au niveau du port plus de 400 conteneurs qui sortent. Et ça, humainement, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc nous avons un outil qu'on appelle l'outil d'analyse du risque. Un logiciel? Ou un logiciel qui vous permet de voir par rapport à celui qui importe, par rapport à la fréquence de fraude, par rapport à l'origine de la marchandise, par rapport à un ensemble de critères, est-ce qu'il y a un risque de fraude ou pas? Et l'arrivée des robots, c'est quand à la douane? Alors, en douane, nous avons... On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces jours-ci. Justement, nous avons un outil d'intelligence artificielle qu'on appelle TAME, qui est un outil qui nous permet de faire l'analyse du risque. Donc, c'est à travers... Vous savez que l'administration des douanes reçoit énormément de données. Quand on parle de big data, c'est vraiment une réalité en douane. Vous avez des données qui viennent du commerce international, j'ai parlé du manifeste. Vous avez des données qui viennent du transport. Vous avez des données qui viennent des acteurs. Elle est transversale en fait. Elle est transversale. Elle est au carrefour d'un ensemble d'informations. Donc, il y a une nuée de données, ce qu'on appelle les big data. Et justement, TAME, c'est un outil d'intelligence artificielle qui nous permet d'orienter le contrôle, pour faire de telle sorte que le contrôle se fasse le moins, mais qu'il soit très bien ciblé et qu'il se fasse, disons, de la façon la plus efficace possible. Donc en douane, depuis 2015, on applique un outil d'intelligence artificielle qu'on appelle TAME et qui nous permet, à travers le big data, de pouvoir voir, de faire la corrélation entre les différentes données et d'orienter
les vérificateurs, en tout cas les agents des douanes, vers des circuits de contrôle qui font que là, on est sûr qu'on contrôle, on va trouver quelque chose. Et là où ça ne mérite pas d'être contrôlé, on laisse passer. De telle sorte que les commerçants reçoivent les marchandises à temps. Maintenant, les expéditions ou en tout cas les conteneurs pour lesquels on pense qu'il y a possibilité de fraude en fonction d'un ensemble de critères, à travers le data mining, etc., il y a un ensemble de techniques, le scoring, qui nous permettent vraiment de voir effectivement que ces marchandises méritent d'être contrôlées. À chaque fois, justement, quand on contrôle, on se rend compte effectivement qu'il y a de la fraude, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement conforme à la réglementation. Est-ce que vous avez pu, par exemple, évaluer l'apport économique du digital? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? En fait, je crois que l'apport le plus important en termes économiques, c'est les recettes. L'administration des douanes est une administration qui a des objectifs de recettes. Et qui fait énormément de recettes, n'est-ce pas? Qui fait énormément de recettes. Cette année, par exemple... Des chiffres, oui. Cette année, l'objectif, c'est autour de 854,6 milliards. Ça, c'est pour l'objectif. L'existant, c'est combien? Pour l'instant, nous sommes très loin de réalisation. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous sommes en excédent par rapport aux objectifs. Parce que ces objectifs sont semestriels, ces objectifs sont répartis en fonction des unités. Mais globalement, nous sommes en excédent. Il y a un article d'ailleurs flatteur chez nos confrères d'enquête de la semaine dernière, effectivement, qui montrait que la douane fait d'excellents résultats. Mais ça, ce n'est pas une information, on le sait. Justement, et peut-être tenez-vous bien, tous ces résultats se font à partir de Gaindé, à partir de nos systèmes d'information. Donc toutes les recettes, et c'est ça la prouesse qu'on a réussi. Gaindé qui est un système et qui est un GIE en même temps, on va en reparler, n'est-ce pas? Alors, Gaindé qui est un système, le principal système de dédouanement du Sénégal, c'est une application informatique qu'on appelle Gaindé. Alors toutes les recettes que vous entendez parler sont réalisées à partir de Gaindé. Le contrôle sur le manifeste, tout se fait à partir du système Gaindé qui normalement devra nous permettre cette année d'engranger au moins 854,6 milliards. Ça, c'est l'objectif du point de vue recette. Mais je ne parle pas également de la lutte contre la fraude. Je ne parle pas également des mesures de facilitation. Parce que dans Gaindé, nous avons pu mettre en place des systèmes qui permettent qu'un opérateur vertueux, par exemple, une très grande société qui ne fait pas d'infraction douanière, agréé à un programme qu'on appelle le programme de partenariat privilégié, cet opérateur-là, quand il vient en douane, il ne reste pas une minute parce que justement, à partir du moment où il enregistre sa déclaration, il a le bon. Donc nous avons, à travers le système, nous avons mis des facilités, des primes au bon comportement, de telle sorte que les opérateurs économiques qui sont vertueux, très rapidement prennent leurs marchandises. Je pense que ça ne devrait pas être compliqué de dire, avant par exemple l'avènement assez considérable, en tout cas dans la forme actuelle du digital, avant l'avènement du digital, il y avait tel nombre de fraudes. Après l'avènement du digital, il y en a tel nombre et ça permet peut-être un peu de voir si le digital joue un peu contre la fraude. Exactement, ça permet de détecter, déjà, de prévenir déjà. Le premier élément. On le sait, je veux dire, est-ce qu'il y a des chiffres qui nous permettent un peu de mettre le doigt sur l'importance du digital dans la lutte contre la fraude? Alors, je vais vous donner les chiffres par rapport aux objectifs de recettes. Oui. Sur le contentieux qui est réalisé. Je n'ai pas les chiffres à ma disposition à l'heure actuelle, mais je pourrais ultérieurement vous les communiquer. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, le digital nous permet deux choses. La première chose, c'est déjà de prévenir la fraude. De prévenir, c'est le rôle le plus important. La deuxième chose, c'est effectivement de pouvoir, lorsque le cas de fraude arrive, de pouvoir très rapidement le détecter et que la douane puisse faire les actions nécessaires afin de définitivement arrêter ces fraudes-là. Et quelles sont les limites, s'il y en a bien sûr, les limites du digital, si on peut parler comme ça, à la douane? Alors, les limites du digital, naturellement, c'est le facteur humain. Disons, il faut une bonne appropriation de ces technologies-là. Oui, la formation des équipes. Au-delà de la formation, il faut peut-être cette volonté de vouloir s'approprier cela. Vous êtes le DSI, vous faites quoi comme travail? On fait de la formation, mais la personne que vous formez, il faut que cette personne-là ait la volonté d'utiliser tout le potentiel. Au niveau même personnel. Absolument, tout le potentiel qu'offre cette technologie. Or, de temps en temps, certains acteurs, souvent, ne s'approprient pas de ces outils-là et probablement constituent des blocages dans la chaîne de dédouanement. Alors, il y a des questions qui se posent à tous les DSI, les questions de l'énergie. Nous savons qu'effectivement, la fourniture de l'énergie pose quelquefois problème. C'est-à-dire il y a des coupures. Au niveau de Dakar, effectivement, on a des problèmes de phase. Il n'y a même pas de coupure. Mettez-vous à l'heure de l'énergie verte? On y travaille à l'heure actuelle.
D'autant plus que vous êtes une grosse machine. À l'heure actuelle, nous avons un dispositif qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle le courant alternatif, c'est-à-dire quand il n'y a pas de disponibilité de l'énergie, Oui. parce que dans la région de Dakar, par exemple, il y a des problèmes de phase. L'électricité existe, hein, mais au niveau de certaines structures, on a des problèmes de phase. En fait, c'est des questions techniques que, disons, que les techniciens comprennent, mais ça empêche en tout cas d'avoir à la disponibilité, de façon très disponible, la fourniture régulière d'électricité. Ça, c'est un problème important auquel je crois que tous les DSI du Sénégal sont à peu près confrontés, et même au-delà de la sous-région, parce qu'on discute entre les DSI. Alors, mais le problème fondamental, à mon avis, reste le facteur humain, qui, en vérité, effectivement, empêche quelquefois la bonne appropriation, en tout cas, le bon usage de ces technologies. On constate, directeur, que de plus en plus des jeunes intègrent la douane. Quel est ce secret? Qu'est-ce qui explique un peu cette passion d'être un soldat de l'économie? C'est d'abord la richesse de la matière, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une administration qui vous oblige à être diplomate, qui vous oblige à être, disons, opérateur économique, à comprendre les opérateurs économiques. C'est une administration qui vous oblige à jouer un rôle de facilitateur. Je crois de ce point de vue, il y a un certain intérêt, une certaine passion qui se dégage autour de la richesse même disons, de ce corps-là qu'est la douane. Et quelle est votre histoire personnelle avec la douane? Ça s'est passé comment les premières années avant que vous n'intégriez la profession? Alors moi, pour parler de ces questions personnelles, c'est déjà en termes de formation. Moi, je suis un juriste en droit privé. Donc, quand on parle de juriste en droit privé, c'est que les matières essentielles, c'est des matières fiscales, c'est des matières un peu douanières, en tout cas de transport et de coopération. Donc, c'est naturellement, quand on réussit à l'ENA, au moment des choix, que j'ai choisi la douane, parce que, la douane est riche en termes de matière et de, disons, de qualité, en tout cas de perspective que ça offre. Deuxième chose également, la douane vous ouvre à l'international, parce que les douanes sont au niveau des frontières. Elles sont interconnectées. Elles sont interconnectées. Et on en est où d'ailleurs avec ce projet d'interconnexion des pays de la CEDEAO? Vous en êtes où? Alors, avant de travailler, de parler de ce projet d'interconnexion, je voudrais très rapidement revenir à un projet de la direction générale, qui est la douane de proximité, qui un peu a fait que la mise en œuvre de cette politique, qu'on a connecté beaucoup d'unités qui sont à l'intérieur et qui sont au niveau des frontières. Nous avons pu connecter Gourel Omarli, Matam, dans le Fouta. Dans le Fouta. Nous avons pu connecter Saint-Louis, Rosso, Diama. Ça, c'est dans la zone nord. Ça veut dire que le douanier de l'intérieur du pays, il a un téléphone connecté à une plateforme où il peut partager des informations. C'est la deuxième phase sur laquelle nous allons travailler. Mais elle devrait être la plus basique, non? Mais déjà, dans la première phase, il faut d'abord disposer du signal. Ce qui n'est pas évident dans ce pays-là. Ce n'est pas encore évident. N'oublions pas que, effectivement, que Dakar est encore beaucoup plus connecté dans les régions. La première chose déjà, c'est de permettre aux unités d'accéder au signal. Donc un projet qui implique, j'imagine bien, les opérateurs de téléphonie. Absolument, surtout la DIE. Nous travaillons avec la DIE. Avec la fibre optique? Avec la fibre optique. Nous avons une convention depuis 2016 et nous profitons des 4000 km de câbles de la DIE qui nous ont permis. J'ai parlé des connexions de la zone nord, mais il y a également la zone sud, Vélingara. Et là, on parle de mutualisation des infrastructures. Vous n'aurez pas besoin d'en créer de plus ou d'en acheter de plus, étant donné que le matériel existe, n'est-ce pas? Absolument. En tout cas, la collaboration entre l'ADIE et la douane se passe très bien. Nous avons une convention depuis 2016 et cela nous a permis de connecter des unités du nord, du sud, du centre et du sud-est. Maintenant, pour en revenir à la question de la connexion, nous allons recevoir à partir de la première quinzaine du mois de juillet une mission de la CEDEAO. Et nous allons débuter le processus qui doit à terme nous mener vers une connexion entre l'administration des douanes du Sénégal et celle du Mali. Donc jusqu'au mois de septembre, c'est un processus que nous allons entamer sous l'égide de la CEDEAO et de la CNUSET. Donc vous savez que le Sénégal a son propre système qui est Gaïndé, mais le Mali utilise un système que la CNUSET a développé qu'on appelle Sidonia. Justement, en relation entre les douanes maliennes, la CNUSET et la CEDEAO, nous allons à partir de la première quinzaine du mois de juillet débuter un processus qui doit nous mener au mois de septembre à la connexion entre du système des douanes du Sénégal et celui du Mali. Donc pour dire que c'est quelque chose qui avance très bien. Maintenant, ce processus a été déjà réalisé. Par exemple, les douanes ivoiriennes sont connectées avec les douanes
du Burkina Faso. Et le processus, il y a un calendrier qui a été défini par la CEDEAO. Et pour ce qui concerne le Sénégal, le corridor Dakar-Bamako, c'est du début du mois de juillet jusqu'au mois de septembre que les travaux doivent se faire pour en définitive arriver à interconnecter les deux systèmes. Je peux me permettre de vous faire rêver? Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui des frontières sans douaniers où l'on retrouverait des robots qui feraient le travail? Parce qu'on a un peu cet exemple dans des pays occidentaux, on arrive dans un magasin, qu'on ne trouve personne, qu'on entre, qu'on achète, qu'on paye et puis qu'on reparte. On est dans sans parler à personne. On est dans cette dynamique. Certains pays qui sont plus avancés, comme les douanes suisses, déjà le mettent en œuvre. Mais ah bon? Vous y êtes allé pour voir un peu? Ils le mettent en œuvre, il n'y a personne. Mais bon, cela demande pas mal de choses, des prérequis, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'OMD, pour parler de cette organisation... L'Organisation mondiale des douanes. L'Organisation mondiale des douanes, oui, a inscrit cette année comme slogan des frontières smart. C'est en définitive arrivé à faire de telle sorte que les frontières soient interconnectées. Intelligentes donc. Intelligentes. Faire de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle le contrôle de poste juxtaposé. C'est-à-dire, au niveau des frontières, il n'y a pas que seulement la douane, il y a la police et d'autres forces de défense. Et on parle de la douane dans cette émission. Exactement. Donc l'idée, c'est d'arriver, en définitive, à conjuguer les efforts de ces différents services. Parce que si la douane contrôle d'un côté, la police d'un autre, etc., même si la douane fait des efforts, on perdrait peut-être en gain de temps. Il faut une mutualisation. Il faut absolument une mutualisation. Et tout cela... Et la volonté politique, elle est là? Elle est là, la volonté politique. Déjà, je pense, le président... Et qu'est-ce que vous faites au niveau du Sénégal qui atteste que la volonté politique est au rendez-vous? Mais déjà, je veux marquer la volonté politique. Oui. Déjà, nous avons, au niveau le plus élevé au niveau du Sénégal, à travers le président de la République, nous avons le PSE avec la politique... Le plan Sénégal émergent. Voilà, le plan Sénégal émergent. Et nous avons également la politique de territorialisation des politiques publiques. Au niveau du ministère du budget, des Finances et du budget, nous avons un ministre qui est résolument orienté dans cela. Et en interne, le DG des douanes est vraiment un champion, si je peux pour reprendre votre expression tout à l'heure, pour une intégration des frontières dans les dynamiques des politiques douanières, de faire de telle sorte que les populations se rapprochent de l'administration. Il y a des pas concrets? Effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure des connexions. Tout à fait. Nous avons, à partir de 2018, sous sa dictée, le DG des douanes, nous avons connecté plus de 16 sites. Nous avons également, au niveau de la Direction générale des douanes, érigé les bureaux de dédouanement au niveau des frontières en bureaux de plein exercice. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un véhicule à Rosso, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à Dakar pour le dédouaner, mais vous pouvez à partir de Rosso le dédouaner. Et il y a beaucoup d'autres produits pour lesquels avant vous aviez besoin de venir jusqu'à Dakar, dédouaner ce produit et le ramener à Rosso. Donc ce qui manifestement crée beaucoup d'avantages, notamment la réduction de temps, de coûts, etc. etc. Donc, et dans ces scénarios également, pour que les marchandises viennent à Dakar, il faut que vous soyez escortés. Et c'est vous qui prenez en charge l'escorte. Vous voyez ce que ça induit en termes de coûts. Donc beaucoup de populations dans les frontières du nord, du sud, étaient obligées d'amener les marchandises jusqu'à Dakar, de les dédouaner et de les ramener. Vous voyez, avec la politique de douane de proximité, toutes ces questions, naturellement, vont être de vieux souvenirs et vont créer cette dynamique, cette osmose nécessaire entre l'administration et l'usager et les populations de façon générale. J'imagine que le digital, en tous les cas, va aider à réduire davantage les délais parce que ce qu'on constate au Sénégal, c'est qu'on aspire à aller plus vite dans les procédures, mais une fois qu'on arrive à avoir entre nos mains les outils technologiques, on a l'impression que ce sont les vieilles habitudes qui reviennent un peu. On l'a vu, pour ne pas créer de polémique, on l'a vu avec certaines procédures, notamment liées à l'identité au Sénégal. Oui, c'est un état d'esprit, la dématérialisation. Je parlais tout à l'heure d'une aventure... Parce que derrière, il y a toujours des hommes. Tout à l'heure, je parlais d'une aventure technologique, mais également d'une aventure humaine. Tout à fait. Et le facteur humain, c'est le plus déterminant. Vous savez, les solutions informatiques existent partout. Ce n'est pas la chose la plus difficile. Vous voulez n'importe quelle solution à l'heure actuelle, vous pouvez très rapidement l'avoir. Mais le facteur le plus décisif, c'est le facteur humain. C'est donc la culture digitale qui se pose ici. Tout à l'heure, je disais, je recensais au niveau des facteurs bloquants, en tout cas au niveau des difficultés, cette culture digitale-là, qu'il nous faut nous approprier, de faire de telle sorte que, considérer le digital comme un levier qui en vérité doit nous permettre de mieux remplir nos missions. Pour ce qui concerne la douane, de réduire les temps de dédouanement,
mais surtout les coûts de déroulement. Donc, et gagner ainsi des places dans le doing business et faire de telle sorte que la place du Sénégal soit une place attractive pour les investisseurs. Et que vous y travaillez? Absolument, absolument. Au niveau du doing business, nous avons un indice, l'indice 9, commerce transfrontalier. Grâce à l'action de la douane, mais également des autres structures, nous gagnons régulièrement des places. Chaque année, nous gagnons des places parce que justement, il y a des évolutions fonctionnelles, des évolutions technologiques, des évolutions procédurales assez importantes au niveau de la douane qui font qu'à chaque fois, on gagne des places significatives dans ce classement-là au niveau de l'indice 9 du commerce transfrontalier. Je parlais tout à l'heure de l'intégration de plus en plus importante, conséquente des jeunes qui donc intègrent la douane. Est-ce qu'au sein de la douane, vous avez des métiers du digital? Absolument, nous avons des métiers du digital. Comme quoi? Je pense à l'investigation, le forensique. Le forensique, nous avons une brigade, un bureau d'investigation criminelle qui est en train de travailler sur... Vous avez votre DIC à vous? Exactement, nous avons nos DIC, mais plus fondamentalement ici au niveau de la direction informatique, nous avons un pôle sécurité, nous avons des jeunes qui sont là et qui travaillent avec nous sur la mise en œuvre d'une politique de sécurité qui a été définie par le DG des douanes et nous sommes en train de mettre en œuvre. Et c'est ces jeunes-là qui ont fait la cartographie déjà des risques qui pèsent sur le patrimoine informationnel de la douane et qui nous accompagnent dans la mise en œuvre du plan de mitigation pour arriver en définitive à enrayer cela. Nous avons également des métiers comme l'architecture. Oui. L'architecture qui demande quand même, c'est une science très précise, comment arriver à intégrer des systèmes d'information. Nous avons un pôle sur lequel nous travaillons et des jeunes venant des universités, soit en stage, soit en contrat, travaillent avec nous pour, en définitive, maîtriser ces technologies assez pointues qui, demain, nous permettront d'avoir une masse critique importante pour que le Sénégal gagne, en tout cas réalise des objectifs importants en matière de technologie de l'information. La cybersécurité, rapidement, vous devrez être également à l'aise là-dessus, Alioune Dione, puisque DSI, vous êtes spécialisé évidemment dans ces questions-là également. Aujourd'hui, est-ce que comment plutôt la douane se prémunit par rapport à ce casse-tête de cybersécurité qui agite également l'actualité au niveau international? Alors, différents leviers sont mis en œuvre. Déjà, le directeur général des douanes a défini une politique de sécurité. C'est déjà la première brique qu'il fallait poser. Quelles sont les perspectives, les enjeux, les briques qui doivent encadrer l'action des agents des douanes? Le deuxième niveau, c'est de mettre en place des chartes, parce que nous avons un système auquel des opérateurs externes accèdent. Donc il fallait à travers une charte définir la relation pour quand même avoir des comportements de sécurité. Troisième élément également, c'est de faire la cartographie. À l'heure actuelle, nous savons tous les risques qui pèsent sur notre système d'information. Le plus sérieux, c'est quoi? Les risques, vous savez, la douane tend vers le tout numérique. C'est des menaces comme le phishing, c'est des menaces comme le ransomware, essayer de bloquer les systèmes d'information. Je vous ai dit tout à l'heure que la douane génère, cette année en tout cas, l'objectif qui doit être réalisé à travers le système Gaïndé, c'est 854,6 milliards. Donc naturellement... vous êtes une cible? Absolument, nous sommes une cible. Et peut-être plus fondamentalement, les guerres, si vous lisez un peu Sun Tzu et un peu Clausewitz, les guerres maintenant ne se font plus en levant des armées. Les guerres, ce sont des guerres asymétriques. C'est comment faire pour... On l'a vu avec les 2 dernières cyberattaques mondiales. On a pris pour cible des banques, des hôpitaux, des écoles. Exactement. Pour parler du cas du Sénégal, nous avons 2 mamelles, en tout cas en matière économique, c'est les impôts et c'est la douane. Si vous réussissez à paralyser le système, vous n'avez pas besoin de lever une armée. Donc c'est dire simplement que les enjeux sont importants et de ce point de vue, beaucoup de dispositions ont été prises eu égard à ces enjeux. En déjà mettant en place une équipe, nous avons 10 personnes qui ne s'occupent que de sécurité et qui sont pilotées par un dirigées par vous. Un agent des douanes. Nous avons un pôle, un chef du pôle, qui est un agent des douanes qui a été formé dans les plus grandes universités du monde en matière de cybersécurité et qui encadre une équipe de 10 personnes qui ne font que surveiller le système, qui ne font que mettre en œuvre les politiques en matière de sécurité. Et il arrive qu'il y ait des attaques rapidement? Naturellement. Contre la douane? Tous les systèmes du Sénégal, ce n'est pas seulement la douane. Tous les systèmes je sais, mais on parle de la douane. Tous les systèmes du monde, pour vous répondre, tous les systèmes du monde sont attaqués. Maintenant, la question c'est quelle réponse les systèmes donnent? Quelle riposte? Ça. Quelle riposte et quelle stratégie de défense? Ces stratégies-là, on ne peut pas tous les dire, mais
c'est les stratégies classiques, c'est mettre en place un système de firewalling, c'est mettre en place des serveurs proxy, etc. C'est une politique, c'est des comportements. Mais fondamentalement, sur la question sécuritaire, c'est moins l'infrastructure, les installations que le comportement humain. Parce que justement, il y a des personnes qui accèdent au système. Et si nous reprenons l'exemple d'une célèbre chaîne que je ne veux pas nommer ici, l'attaque vient simplement du fait qu'une personne très haut placée dans, disons, le top management a montré, avait inscrit dans un post-it son mot de passe. Et qu'une émission télévisée a montré malheureusement ça. Et c'est cette image-là, justement cet élément-là, que des hackers ont récupéré et ont pu attaquer. Oui, qui montre également parfois l'irresponsabilité de certains de nos responsables. Alors, qui ne comprennent pas parfois les enjeux parce que c'est évidemment sérieux quand on expose la sécurité d'un système aussi vital que ceux qu'on a au Sénégal. Alors, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je dirais plutôt, et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une culture du numérique. C'est un état d'esprit. Au-delà des technologies, de tout ce qu'on peut avoir, il faut déjà un état d'esprit. Un état d'esprit pour comprendre que c'est un levier puissant, mais c'est un levier vulnérable. Aucun système, tous les systèmes sont attaquables. Tous les systèmes du monde, que ce soit des systèmes américains, européens, etc. Maintenant, il y a un état d'esprit qu'on doit avoir. Et le comportement qui va avec. Exactement, un état d'esprit qui va guider un ensemble de comportements qui font qu'effectivement, il y a des attitudes qui, quelquefois, exposent le système. Et justement, c'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la gestion du changement, sur la sensibilisation, sur la communication. Nous développons des outils, nous avons beaucoup d'outils, mais nous mettons autant d'efforts sur nous, plus dans la formation, dans la sensibilisation, que le développement d'outils. Parce que le pari, si vous le gagnez, si les gens ont cette culture, ont ces comportements, s'ils adhèrent, véritablement, vous aurez gagné le pari. Maintenant, les technologies, encore une fois, ce n'est pas la chose la plus difficile. Merci beaucoup, Alioune Dione. Mais tout le plaisir a été pour moi, M. Gueye, et je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer la qualité de votre émission que j'ai eu l'occasion de suivre. Merci beaucoup. Je pense que tous les acteurs des technologies de l'information et de la communication retrouvent dans votre émission, qui nous permet de comprendre, de connaître déjà les acteurs, davantage les acteurs des technologies de l'information, mais de comprendre où ce qu'on en est par rapport à ces technologies au Sénégal. Et je voudrais véritablement vous remercier pour ce travail de qualité et vous demander à poursuivre dans ce sens-là. Merci beaucoup, Alioune Dione. Alioune Dione, DSI, directeur des systèmes d'information des douanes sénégalaises, de la douane sénégalaise, on dit quoi? Des douanes sénégalaises, hein, des douanes sénégalaises, bon, parce que ça vient de la tradition française. On avait plusieurs douanes qu'on a fédérées après. La tradition. Mais sauf que c'est le passé où la tradition persiste. La tradition persiste. Les traditions sont têtues, exactement comme on dit. Donc c'est pourquoi on dit les douanes sénégalaises, mais on peut parfaitement dire aussi la douane sénégalaise. Merci infiniment et à mardi prochain.